Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux qui sont au téléphone et qui ont besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, il faut appuyer sur étoile 0. Pour les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien, il faut se servir de la fonction de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animateur, Stephen Sammis, vice-président programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Stephen Sammis, bonjour et bienvenue à cet appel d'information au sujet du projet collaboratif sur les soins actifs pour les personnes âgées, ou ACE. Et c'est un projet collaboratif d'amélioration de la qualité d'une durée de 12 mois que nous introduisons ici à la FCASS en partenariat avec le réseau TVN. Comme vous l'avez entendu, je suis Stephen Sammis et je suis vice-président des programmes ici à la FCASS et je suis heureux d'animer l'appel d'aujourd'hui. Bon, vous avez déjà commencé, dans certains cas, à vous présenter dans la boîte de dialogue et je vous encourage à continuer de le faire. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, histoire que l'on apprenne à se connaître. Je vais aussi prendre un petit instant pour présenter nos conférenciers. D'abord, le Dr John Muscadet, qui est directeur scientifique et chef de la direction de TVN. Il est professeur de médecine à l'Université Queen's, à l'École de médecine, et également intensiviste à l'Hôpital général de Kingston, à Kingston, en Ontario. Par ailleurs, nous avons le Dr Samir Sinha, qui est passionné et se respecte et est respecté plutôt pour les besoins des personnes âgées, les directeurs de gériatrie au Mont-Sinaï. Et il est également professeur adjoint de médecine à l'Université de Toronto et l'Université Johns Hopkins. Également, il sera l'enseignant principal du projet collaboratif ACE qui vise à diffuser les réussites de la stratégie de l'hôpital Mont-Sinaï plus largement à l'échelle du pays. Par ailleurs, nous sommes aussi accompagnés de Claudia Amar, qui est responsable principal de l'amélioration ici à la FCASS et qui sera responsable du projet collaboratif ACE au nom de la FCASS. Alors, John commencera par présenter l'introduction de TVN et par ailleurs, nous entendrons Samir nous parler de l'hôpital Mont-Sinaï, de la stratégie ACE. Ensuite, Claudia présentera le format, le contenu et les activités du projet collaboratif à proprement parler. Par ailleurs, nous terminerons l'appel d'aujourd'hui en mettant l'accent sur l'évaluation de votre degré de préparation à ce type de projet collaboratif. Alors, quelques renseignements sur nous. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé s'engage à travailler avec les organismes de santé pour accélérer l'amélioration des soins de santé des Canadiens. Nous appuyons la diffusion des innovations en soins partout au Canada. En 2014, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des prestataires de soins de santé, des gouvernements, des décideurs et d'autres dirigeants afin d'apporter de réelles améliorations à la qualité et à l'efficacité des soins des patients, en plus d'assurer la diffusion des pratiques innovantes. À cette diapo, vous avez un résumé de l'amélioration ou des composantes d'amélioration de la qualité des projets collaboratifs d'amélioration de la qualité. Donc, ces projets collaboratifs qui étaient inscrits dans un examen systémique Milbank Quarterly s'harmonisent bien sur les activités envisagées par la FCASS pour encourager les équipes à travailler de manière multidisciplinaire dans le cadre d'un modèle d'amélioration qui priorise la mesure et la rétroaction, et également s'appuyant sur la multidisciplinarité de petits tests de changement. Alors voilà comment nous travaillons dans le cadre de cette approche collaborative et je vais à présent céder la parole à John qui nous donnera davantage de renseignements sur le travail de TVN. Bonjour, alors je suis heureux d'être ici comme organisation. Le TVN est heureux de participer à cette initiative. J'estime qu'il s'agit d'une initiative très importante qui s'aligne très bien sur les objectifs de TVN. Je vais passer un petit instant à parler de TVN, qui nous sommes. Nous sommes un réseau national sans but lucratif, financé par les RCE et nous sommes financés donc pour élaborer, évaluer et diffuser des connaissances sur les soins de santé pour les Canadiens âgés dont la santé se fragilise. Nous sommes une organisation pan-canadienne et nous subventionnons des recherches multidisciplinaires, universitaires et non universitaires. Nous avons vu le jour en juillet 2012 et nous sommes hébergés dans le campus de l'Université Queen's et de l'Hôpital général de Kingston. Alors notre réseau
représente tout le pays. Nous avons 40 établissements membres, plus de 400 chercheurs, plus de 100 projets de recherche financés, 230 stagiaires et 2400 membres. Donc, nous sommes un réseau important. Et d'ailleurs, on se concentre beaucoup sur la mobilisation des connaissances. On se concentre sur deux choses, en fait. Accroître la connaissance de l'incidence et de la gestion de la fragilité ou de la perte d'autonomie. Alors, nous encourageons le dépistage systématique de la fragilité dans les soins de santé canadiens et nous avons aussi des programmes de recherche qui examine l'amélioration du dépistage, de la prévention et de la gestion en vue de réduire les hospitalisations futures, d'améliorer les résultats et d'accroître la vitalité et la qualité de vie de ceux qui sont fragilisés. Et nous avons aussi un point focal qui concerne la participation des personnes âgées fragilisées de leur famille. Nous sommes entrés en partenariat avec le secteur, les gouvernements, les ONG, les groupes communautaires et d'autres secteurs de santé dans le but d'optimiser les ressources du réseau. C'est pourquoi cette initiative de la FCISS est très importante. Et c'est pourquoi nous sommes entrés en partenariat avec la FCISS pour que notre collaboration débouche sur d'importants résultats. Cela dit, je m'arrêterai ici et je céderai la parole de retour donc à Steven. Steven Samus. Merci, John. Alors, nous sommes vraiment ravis que TVN soit entré en partenariat avec nous. Le fait que vous soyez un RTE financé de manière fédérale, vous vous concentrez beaucoup sur le financement du partenariat, de travail collaboratif, et c'est un véritable complément pour nous. Et je vais à présent céder la parole à Samir Sina qui parlera davantage du Mont Sinaï et de la stratégie ACE. Le docteur Samir Sina. Merci Steven et bonjour à tous. Alors je suis très heureux d'être ici pour représenter une équipe dynamique du Mont Sinaï. Alors nous allons un peu parler de notre stratégie, de ce que nous avons fait. J'espère que cela vous éclairera. Alors comme vous le voyez à la première diapo ici, bon, vous savez tous qu'on a une population vieillissante. Cela n'étonne personne. Les personnes âgées représentent une petite proportion quand même de la population et pourtant représentent énormément d'hospitalisations en soins actifs et la majorité des jours-lits dans nos hôpitaux. La population âgée devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Et d'ailleurs, la population âgée de 85 ans devrait quadrupler. Cela représente énormément de défis, mais cela représente également énormément de possibilités. À la prochaine diapo, et bon, c'est écrit petit, je vous le concède, la gériatrie à l'hôpital Mont-Sinaï, eh bien, nous sommes officiellement une organisation du centre-ville de Toronto qui fait partie de ce qu'on appelle à présent le Sinai Health System. 3 organisations fusionnées pour créer le Sinai Health System. L'hôpital lui-même représente 472 lits. Alors, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les services d'urgence ont plus que doublé depuis 10 ans. Et nous avons énormément de personnes admises aux services d'urgence qui ont 65 ans ou plus. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on a constaté une augmentation de 53% dans les 5 dernières années, 53% d'augmentation des admissions des personnes âgées de 65 ans et plus. Pas parce qu'on tâche d'admettre davantage de personnes, mais c'est simplement parce que les pressions sur un hôpital du centre-ville sont importantes. Donc en 2010, l'hôpital Mont-Sinaï a fait de la gériatrie un pilier de cette stratégie. Alors, on a mis au point ce qu'on appelle la stratégie ACE, c'est-à-dire les soins actifs pour les personnes âgées, qui visait à créer une stratégie exhaustive et intégrée qui s'appuie sur une démarche interdisciplinaire pour dispenser des soins aux patients. Alors, on tâchait de voir comment on pouvait maximiser l'efficacité des équipes. Il s'agissait de se concentrer sur les partenariats avec le secteur des soins communautaires et l'ensemble de la région. Il fallait le voir du point de vue des services d'urgence et du point de vue de tous les partenaires des services d'urgence pour se concentrer sur les soins dispensés aux patients de manière intégrée. On s'est beaucoup servi de notre relation avec Niche, Nursing Improving Care for Health System Elders, et depuis peu de temps, nous sommes le premier hôpital à avoir obtenu le statut Magnet, décerné par Niche.
3 des modèles qu'on abordera aujourd'hui sont également désignés pratiques exemplaires par Agrément Canada. Donc, on est très fiers de ce qu'on a réalisé au Mont-Sinaï. Alors, lorsqu'on parle de la stratégie ACE, voici les principes. On se concentre sur 4 idées maîtresses. D'abord, on ne veut pas dire que l'hôpital est un endroit épouvantable pour les personnes âgées, donc il ne faudrait pas avoir d'hôpitaux. Non, on se dit comment prendre les soins dont les gens auront besoin en hôpital et les rendre plus propices à des soins pour les personnes âgées. Comment reconcevoir les services afin qu'ils soient plus pérennes. Alors, ceci nécessite évidemment un changement considérable des modes de pensée. Pourquoi? Eh bien, parce que nos établissements, en grande partie, ont été établis il y a bien longtemps selon le vieux modèle de soins actifs, qui était établi à une époque où la moyenne de l'âge était de 27 ans. Et beaucoup de patients se présentaient à nos organisations et dans un état bien différent de ceux d'aujourd'hui. Alors, il faut identifier ces personnes plus âgées qui sont à risque et tâcher d'atténuer ce risque en déterminant comment on peut les encourager à maintenir leur indépendance. Donc, on reconnaît qu'il y a énormément d'hétérogénéité parmi les personnes âgées. Ce n'est pas toutes les personnes âgées qui sont fragilisées, seule une petite proportion des personnes âgées sont fragilisées. Et pourtant, ce sont ceux qui se retrouvent le plus souvent aux urgences et ce sont ceux qui ont besoin de soins plus concentrés. Évidemment, le 4e principe de la stratégie ACE concerne l'évaluation continue de ce que l'on fait afin d'appuyer l'amélioration continue de la qualité. Alors, nous avons fait fond sur le modèle Elder Friendly Hospital qui a été établi par Mme Park à l'Université de Calgary. Et donc, il s'agit de réduire le déclin fonctionnel, de promouvoir la sécurité, d'atténuer les effets sociaux et médicaux négatifs. Et comme vous le voyez, bon, il y a diverses versions de ce modèle, mais comme vous le voyez, l'idée, c'est de se concentrer sur 4 concepts globaux. D'abord, la culture de l'organisation. Est-ce qu'on pense aux personnes âgées? Est-ce qu'ils sont des éléments clés de notre communauté hospitalière? Et donc, comment adapter la formation que l'on donne au personnel? Comment s'assurer que l'organisation soit réceptive aux besoins des personnes âgées, tienne compte de leurs besoins, pas seulement sur le plan des soins cliniques, mais également de la manière dont on communique avec le public et la manière dont on offre des services globalement. Ensuite, les politiques et procédures sont très importantes, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'assure que ce que l'on fait est également adapté aux personnes âgées? Assurer qu'on n'ait pas des politiques ou procédures qui puissent entraver le soutien aux personnes âgées plus particulièrement, qu'il s'agisse de patients ou d'autres membres de la communauté. Les systèmes de soins, les processus et les services sont un élément clé du projet collaboratif. Dans ce cas-ci, il s'agit des modèles indépendants de soins que nous avons mis en œuvre, et que nous avons mis en œuvre entre autres au Mont-Sinaï et que l'on souhaite diffuser dans d'autres hôpitaux et d'autres partenaires pour les aider à mettre en œuvre ce genre de processus et de services également. Et un autre élément important, quoique peut-être un peu moins, concerne la conception physique. C'est-à-dire que parfois les gens disent, bon, si on conçoit une toute nouvelle unité qui soit plus adaptée aux personnes âgées, eh bien les soins s'amélioreront. La conception physique peut certainement améliorer les soins dispensés aux personnes âgées, mais essentiellement, on pense très souvent qu'il s'agit plutôt d'avoir du personnel bien instruit, qui comprennent comment faire participer les personnes âgées. La conception physique peut être un atout pour s'assurer que l'on fasse mieux, mais ce n'est pas probablement central. Alors voici un petit aperçu des différents modèles que nous avons élaborés au fil du temps. Certains de ces principes étaient en place depuis bien avant 2010, quand notre programme a fait de son programme de gériatrie un programme central. Alors, ce que vous voyez en bleu foncé, c'est ce que nous avons créé et mis en œuvre depuis 5 ans. Et en bleu plus clair, vous avez des choses qu'on est en train d'élaborer pendant l'exercice en cours. Donc, énormément de programmes sur lesquels on se concentre, soit qu'on est en train d'élaborer, que l'on pilote ou auxquels on participe. Au niveau communautaire, des patients hospitalisés, ambulatoires ou au service d'urgence. Et l'un dans l'autre, il s'agit d'un continuum de soins qui vise à adapter les services aux personnes âgées. Donc, comme je disais, dans le milieu hospitalier comme dans la communauté. Ici, vous avez la stratégie ACE du Mont-Sinaï, celle sur laquelle nous allons nous concentrer dans le cadre de ce projet collaboratif. Donc, il faut comprendre
qu'on a trois volets importants. Les volets relatifs aux services d'urgence, les volets relatifs aux soins aux patients hospitalisés, les volets relatifs aux soins de transition et aux soins communautaires. Bon, vous connaissez sans doute un grand nombre de ces éléments. Nous ne sommes pas les seuls à avoir élaboré des unités ACE, par exemple, ou d'avoir créé un modèle d'infirmière en gestion des urgences gériatriques. Bien de ces éléments sont connus par les gens qui participent à cet appel. Par exemple, vous avez des gens qui nous disent, bon, nous avons fait le point 6, nous avons fait le point 18, mais notre objectif est de montrer tout ce que nous avons fait. Et donc, si votre organisation voit l'occasion de dire, bon, nous, on aimerait bien avoir de l'aide pour mettre en œuvre un élément ou l'autre, peut-être que ce projet collaboratif pourrait vous aider à mettre au point un nouveau modèle, un modèle avec lequel vous avez des difficultés ou un modèle que vous envisagez. Donc, il s'agit de se concentrer sur les éléments de cette stratégie. À savoir, est-ce que cette stratégie a porté fruit? Eh bien, nous sommes fiers de dire que la stratégie ACE a été très positive et rentable à bien des égards. Donc ici, vous avez, comme vous le voyez, le nombre de visites, entre autres, aux urgences. Le nombre de visites a augmenté depuis au cours des 4 premières années de la stratégie, 26%. Donc les pourcentages continuent d'augmenter. On constate une augmentation des admissions à l'hôpital et une complexité accrue des cas également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en offrant davantage de soins adaptés aux personnes âgées, en se servant de l'ensemble des systèmes, des modèles, des processus, on constate qu'on peut diminuer la durée de séjour de 28%. Et on peut aussi retourner les gens chez eux plutôt que de les admettre dans un autre niveau de soins. Donc, on peut aussi diminuer le nombre des jours d'autres niveaux de service de 20%. Donc, même si on a accueilli davantage de patients globalement, on a diminué le nombre de lits d'hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'on a pu offrir des soins de manière plus efficace, ce qui nous a permis de fermer des lits. À la prochaine diapo, vous avez certaines des mesures d'équilibre utilisées par l'équipe, car on pourrait facilement dire, oui, mais si vous sortez les gens plus rapidement, est-ce qu'ils sont réadmis plus vite? Eh bien, vous verrez que ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle on renvoie les patients chez eux plus rapidement, c'est parce que nous avons pu mettre en œuvre des aspects de soins différents. Par exemple, en mobilisant les patients plus rapidement. Ça fait partie de notre travail sur les étages, c'est-à-dire qu'on constate une diminution importante des escarres, par exemple. Et on s'est beaucoup concentré sur l'utilisation non nécessaire des cathéters. La satisfaction des patients en raison de ces mesures s'est beaucoup accrue. Ils ont moins de complications, ils sont moins branchés sur toutes sortes d'appareils. C'est pour cela que la satisfaction des patients a augmenté. Et en faisant quelques calculs, on a constaté qu'on a généré environ 6,7 millions de dollars en économie nette par rapport à 2009-2010, donc selon les données que nous avons pour 2013-2014. Nous avons un autre modèle également que nous avons mis en œuvre, qu'on appelle le programme d'infirmière GEM. Et ce que vous verrez dans cette diapositive, c'est qu'en se concentrant sur ce modèle qui avait 2 infirmières et demie en 2014, donc des ETP de 2,5, nous avons pu constater au cours d'un an qu'elles ont pu voir un peu plus de 1000 patients. Et grâce à leur travail, elles ont pu diminuer les taux d'admission chez les patients. Et ce sont des patients, je vous le rappelle, qui étaient généralement plus malades et qui avaient davantage de difficultés que les patients non GEM. Par exemple, ils étaient plus souvent admis par ambulance et d'autres facteurs que nous avons examinés. Donc, le taux d'admission était inférieur par rapport aux patients qui n'étaient pas vus par ces infirmières GEM, ce qui se traduit en une diminution des admissions et des jours-lits évités, ce qui se traduit évidemment par des économies pour l'hôpital. Enfin, cette
parle du service d'orthogériatrie, par exemple. De nouveau, bon, nous sommes un centre-ville actif ici à Toronto. Nous avons un hôpital très, très actif. Donc, nous avons de plus en plus de visites. Mais vous allez voir que les admissions pour fracture de la hanche, bon, si vous avez une fracture de la hanche et vous venez à notre hôpital, nous devons vous admettre. Évidemment, on vous offrir la chirurgie si c'est nécessaire, mais globalement, en offrant des soins plus efficaces dans un modèle global de soins pour les personnes âgées, on a constaté une diminution de la durée totale de séjour, une diminution moyenne des jours ANC par patient entre niveau de service et des économies considérables avec moins de 200 patients en un an. Et donc, les économies sont considérables. Alors, voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent et nous sommes très fiers de ces résultats. Les messages clés sont qu'il s'agit d'une approche par équipe, c'est une approche de partenariat. C'est ce que je fais d'ailleurs avec ma collègue Jocelyne Bennett qui m'aide à piloter une bonne partie du travail administratif au sein de l'hôpital, mais aussi des cliniciens, pas seulement des médecins. On parle aussi d'infirmières, de travailleurs sociaux, de thérapeutes, de tous ordres. Alors, je cède à présent la parole au prochain conférencier, Stephen Sammis. Merci beaucoup, Samir, pour cet excellent aperçu de la stratégie ACE. D'ailleurs, les données que vous avez présentées sont vraiment éloquentes. Elles montrent qu'il s'agit d'un moyen d'offrir de meilleurs soins, une meilleure valeur et d'accroître la satisfaction. Alors, nous sommes très heureux d'être en partenariat avec vous et TVN pour diffuser ce travail ailleurs au Canada. Avant de céder la parole à Claudia, je vais vous présenter un petit sondage. On aimerait savoir comment vous répondriez à quelques questions. D'abord, quelle est la situation de votre organisation en matière de mise en œuvre de modèles et de processus de soins adaptés aux personnes âgées? Dites-nous si, 1, vous mettez actuellement en œuvre des modèles et des pratiques de soins adaptés aux personnes âgées, si B, vous envisagez de mettre en œuvre des modèles et des pratiques de soins adaptés aux personnes âgées, ou C, vous ne mettez pas encore des modèles et des pratiques de soins adaptés aux personnes âgées. Et la deuxième question, on va vous donner un petit instant pour répondre à cela. La deuxième partie serait quelles sont les questions auxquelles on pourrait répondre aujourd'hui qui aideraient votre organisation, votre cabinet, si ce projet collaboratif pourrait vous convenir. Alors, prenez quelques instants pour réagir à ces deux questions. Très intéressant. Donc, un grand nombre d'entre vous mettez déjà en œuvre des modèles plus adaptés aux personnes âgées. Alors, dans l'encadré, dites-nous quels sont certains des éléments, par exemple ceux identifiés par le docteur Sina, qui pourraient vous intéresser pour l'avenir. Dites-nous quelles sont les choses sur lesquelles vous travaillez déjà et quelles sont certaines des choses que vous aimeriez mettre en œuvre. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir à la fois les données en haut et certaines des questions en bas. Je constate que certaines des questions, bon, on y viendra, on va répondre à vos questions en temps et lieu, mais je constate que la nature des questions porte souvent sur le projet collaboratif, comment il fonctionnera, qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Alors, sur ce, je pense que ce sera important de céder la parole à Claudia. Claudia Amar. Merci beaucoup, Steven, et merci, Samir Sina, d'avoir fourni un bon aperçu de la stratégie. Alors, ce que vous voyez ici est le fondement de l'initiative ACE. Il s'agit de combler l'écart dans les soins, les carences sur le plan des besoins de nos patients et de ce qu'ils reçoivent traditionnellement dans les services de santé. Donc, il s'agit de faire des meilleures pratiques, des pratiques courantes. Donc, on veut passer d'un modèle épisodique afin de se concentrer davantage sur le retour au domicile, l'entretien de la fonctionnalité le plus longtemps possible. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est un virage par rapport à l'approche dominante, donc de l'hôpital vers le domicile. C'est une diapositive que j'ai empruntée de la responsable de la transformation des services à NHS en Angleterre et qui donc encourage beaucoup ce genre de changement. Et cette diapositive montre certains des défis qu'il faut relever pour arriver à amorcer ce virage. Donc il faut se concentrer sur la communauté et les soins à domicile plutôt que sur les soins actifs. Il faut passer d'une approche de hiérarchie à une approche
et motive une approche qui nous permettra de changer les pratiques. Par ailleurs, il faut passer au-delà de l'innovation provenant exclusivement du leadership à une créativité virale. L'un dans l'autre, cela nous permettra de passer de l'innovation éprouvée, fondée sur l'expérience, à des changements co-créés. Donc, il faut passer de soins transactionnels à des relations avec les patients et d'autres prestataires qui travaillent dans le système. Alors, à quoi ressemblera ce projet collaboratif pour les équipes pendant ce projet de 12 mois? Comme on le voit dans ce que vous avez inscrit, un grand nombre d'entre vous avaient des modèles de soins adaptés aux personnes âgées, avaient déjà des pratiques mises en œuvre dans vos établissements. Donc, notre rôle sera de vous aider à faire appel à cette expérience et à relever votre expertise en vue de mettre en œuvre de nouvelles initiatives dans votre contexte local. Il s'agit de vous aider à améliorer l'expérience et la satisfaction des patients et du personnel. Ça devrait être votre priorité numéro 1. Il s'agit aussi d'améliorer ou de dispenser des soins plus coordonnés dans l'ensemble du continuum de soins, c'est-à-dire de faire appel aux soins communautaires, aux transitions de soins et aux soins à domicile. Et il s'agit aussi d'améliorer les résultats pour le système en conséquence de ces initiatives. Donc, il s'agit de réduire le nombre de visites aux services d'urgence, les hospitalisations et les complications chez le patient, évidemment. Alors, voici quelques-uns des éléments clés, des volets du projet collaboratif ACE. Donc, il s'agit d'un projet collaboratif de 12 mois qui s'échelonnera de mars 2016 à mars 2017. Un maximum de 15 équipes recevront un financement pouvant atteindre 40 000 $ chacune. Donc, pour les frais directs associés à l'adaptation et la mise en œuvre de la stratégie ACE ou de son intervention. Il s'agit d'un apprentissage largement en ligne. On offrira du soutien grâce à des webinaires pour l'amélioration de la qualité, pour la prestation de services d'amélioration clinique, etc. Alors, nous aurons des appels d'encadrement individuel avec les équipes et nous aurons un soutien continu de la part des enseignants. Les webinaires, évidemment, permettront de prendre connaissance des progrès de toutes les équipes également. Donc, il s'agit d'une plateforme d'apprentissage en ligne qui stocke toute l'information. Vous avez entre autres dans cette plateforme d'apprentissage en ligne des ressources dont les exposés PowerPoint et d'autres renseignements importants. On offrira, comme on le disait, un encadrement individuel avec les équipes sur une base régulière. Certains de ces appels seront prévus à l'avance, d'autres seront spontanés selon vos besoins. Alors, les mises à jour des équipes permettront de partager les jalons entre les équipes et aussi d'entendre la rétroaction directement de la part des enseignants et du personnel qui participent aux appels. On s'attend à voir un atelier en personne à l'automne 2016 où les équipes seront réunies de partout au pays, même peut-être d'ailleurs, du Canada. Et donc, on envisage aussi un groupe de travail sur le leadership et les politiques dont le rôle sera d'envisager les facteurs de politique, de financement, d'administration qui visent à encourager la pérennité, la mise à l'échelle et la diffusion de pratiques adaptées aux personnes âgées, à la fois au sein des organisations et dans la région. Donc, sur le plan des dates importantes à venir, nous avons le 1er février, qui est la date limite pour présenter une demande au projet collaboratif. Et c'est disponible depuis ce matin sur le site Internet et on a inclus aussi le lien sur une des diapositives que vous verrez dans un instant. Comme je le disais, 15 équipes seront retenues au maximum, donc assurez-vous de soumettre votre demande avant la date limite. Nous avons des dates potentielles également. Vendredi 19 février, lundi 22 février et mardi 23 février, qui seront consacrés à des entretiens d'évaluation du degré de préparation. Les enseignants et le personnel de la FCSS chercheront à obtenir des précisions sur votre demande afin de nous aider à déterminer quel est votre degré de préparation. Et ce sera aussi une possibilité pour vous de parler de votre demande et de poser des questions sur le protocole d'entente que vous devrez signer si vous êtes retenu. On prévoit signaler aux équipes les résultats du processus de demande le 26 février. Et le protocole d'entente qui s'en suivra devrait être signé le 11 mars. Tout cela est inclus dans le prospectus et
et l'engagement qui sont sur le site Internet également. Alors, au cours des 12 mois, les équipes auront 4 domaines d'activité principaux qui sont établis ici. Donc, il s'agit de parler des données probantes à la base de ces travaux et on se concentre aussi sur l'amélioration de la qualité. Donc, comment optimiser la prestation des services que nous offrons. Alors, commençons par les données probantes ou les pratiques. Eh bien, nous allons aider les équipes à évaluer leurs données de référence, à comprendre la portée des difficultés auxquelles on fait face et définir la population que nous desservons et leurs besoins. Donc, il s'agit de comprendre le patient, de le faire participer dès le début, de concevoir des cheminements cliniques et des services en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, travailler ensemble et l'élaboration de ces interventions de stratégie ACE, adaptées à votre contexte local. Par la suite, on passera à la mise en œuvre, la gestion du changement, on commencera à évaluer les données, des processus et des résultats, donc on va s'attaquer aux entraves, à la mise en œuvre, on va parler des difficultés auxquelles on fait face et on prendra connaissance de ce qui est fait ailleurs pour aplanir ces difficultés. Ensuite, il s'agira de se donner des objectifs d'amélioration. Une fois qu'on est dans le cycle, on peut commencer à parler d'amélioration cible, c'est-à-dire de quel pourcentage voulez-vous réduire les visites aux services d'urgence pour votre population ou des cathéters urinaires ou ainsi de suite. Donc, on se déplacera vers l'amélioration du rendement. Et ensuite, on passera du temps à évaluer les pratiques à valeur ajoutée. Donc, quelles sont les choses que vous faites dans votre travail clinique et administratif qui contribuent davantage de valeur pour vos patients et leurs familles? Et évidemment, tout au long de ce processus, nous allons partager des pratiques exemplaires et apprendre les uns des autres. Alors, qui devrait poser sa candidature? Alors, les organisations de prestation de soins de santé, principalement des hôpitaux, étant donné la nature du travail, sont des organisations qui ont déjà mis en œuvre au moins 2 volets de la stratégie ACE. Évidemment, ces hôpitaux ou ces établissements peuvent transcender leurs frontières naturelles pour établir des partenariats intersectoriels, pluripartites ou interprofessionnels. Cela signifie donc que vous connaissez bien la stratégie ACE que nous avons décrite et que vous en avez mis en œuvre au moins 2 volets et que vous êtes disposé à mettre en œuvre au moins un volet supplémentaire. On cherche aussi à ce que les organisations soient disposées à mettre en œuvre une carte de pointage équilibrée, adaptée à chaque site participant, afin d'assurer efficacement le suivi du rendement selon certains indicateurs particuliers au niveau du patient, de l'aidant naturel, du prestataire et du système. On espère aussi que les organisations seront disposées à diffuser les résultats de leurs projets au sein de leur région. Donc, à certains égards, ces organisations deviendraient des championnes des soins adaptés aux personnes âgées. Sur le plan de la composition de l'équipe, il devrait y avoir un minimum de 5 fonctions clés. La même personne peut occuper plus d'un rôle. Quoique, il faut faire attention à ce genre de structure et j'y reviendrai. Donc d'abord, il faut qu'il y ait un chef d'équipe très dévoué. Cette personne sera le coordonnateur principal, l'agent de motivation, celui qui s'assurera que les jalons soient respectés et ce sera le point de chute principal pour la FCASS. Cette personne sera responsable de la mise en œuvre et de l'évaluation, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rajouter à une tâche déjà très complète. Ensuite, vous avez le responsable de l'évaluation des mesures qui sera responsable de l'évaluation de l'initiative. Il s'agira d'assurer l'analyse des données, de communiquer les résultats aux parties prenantes et de participer à toutes les activités reliées à la mesure pendant la durée du projet collaboratif. Dans des projets collaboratifs antérieurs, parfois le chef d'équipe était également le responsable de l'évaluation et des mesures. On ne le recommande pas, car ce sont les fonctions les plus accaparantes. Il devrait y avoir au moins un médecin champion et le rôle sera véritablement de travailler avec le chef d'équipe et d'offrir le soutien clinique nécessaire selon les ressources disponibles au sein de votre organisation. Ce médecin, pour être, on l'espère, gériatre, mais ça pourrait être aussi un omnipraticien ou un médecin de soins palliatifs selon les ressources disponibles. Par ailleurs, il devrait y avoir au moins un infirmier ou une infirmière champion-championne et évidemment, il peut y en avoir plus d'un.
vous verrez qu'on insiste beaucoup sur les soins infirmiers dans la stratégie ACE. Donc, ça peut être une infirmière autorisée, une infirmière de pratique avancée, mais ça peut aussi être une infirmière gestionnaire. Nous allons aussi travailler avec des équipes qui ont un patient ou un aidant naturel ressource. Donc, ce sont des personnes qui sont des usagers de vos services et qui peuvent renseigner l'équipe sur la centralité du patient, tandis que l'équipe mettra en œuvre son initiative, la concevra, la mettra en œuvre et l'évaluera. Donc, ce sont les rôles principaux. Mais vous devriez aussi avoir le soutien explicite du chef de la direction ou du plus haut dirigeant de votre organisation, ainsi que celui d'un membre de la haute direction. Donc, ça peut être un responsable clinique ou administratif qui vous aidera à gérer l'initiative et veillera à ce qu'il y ait suffisamment de ressources et de temps consacrés à ce travail. Donc, tandis que vous compléterez votre formulaire de demande, tâchez de décrire votre contexte de sorte que l'on puisse comprendre qui fera partie de l'équipe au sein de votre organisation et certaines des explications à savoir pourquoi ces personnes ont été identifiées et choisies. Je terminerai sur le corps enseignant. Alors, le corps enseignant et le personnel de la FCSS fournit énormément d'expertise sur le plan de l'amélioration de la qualité, des politiques et de la prestation de soins fondés sur des données probantes. Rappelez-vous que on cherche un projet collaboratif très interactif. Donc, tandis qu'on évolue au fil des webinaires, on demandera aux équipes de partager leur travail, leurs évaluations, leurs mesures et les moyens par lesquels les améliorations se présentent dans l'organisation. Sur ce, je cède la parole à Steven. Bon, alors nous avons un peu de temps pour entendre vos questions. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone, nous vous demandons de soumettre vos questions à l'aide de la boîte de dialogue qui se trouve à l'écran et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc, nous y répondrons bien de suite. D'abord, de Scott. Comment ACE a-t-elle été intégrée à d'autres initiatives d'ACU, comme HealthLinks, Maillon Santé, ou d'autres? Samir, pouvez-vous nous en dire plus long? Le docteur Sina. Oui, eh bien, vous avez une des choses que nous avons tâché de faire comme organisation, c'est de communiquer avec notre maillon santé local, le HealthLink, et aussi se rattacher le plus possible au réseau local, le RLIS ou le LIN et d'autres projets ontariens. Bon, ici, dans ce cas-ci, il s'agit de l'Ontario, mais vous avez entre autres des initiatives de regroupement de services, des initiatives qui sont essentiellement ministérielles. Donc, on a participé activement à chacune de ces initiatives et nous avons obtenu du financement, entre autres, pour l'initiative de paramédecine communautaire. Donc, je pense que le message pour les collègues de l'Ontario, mais peut-être aussi pour les collègues de partout au Canada, c'est qu'il faut tâcher de travailler, non pas en vase clos, mais plutôt d'établir davantage de partenariats ou renforcer les partenariats existants avec les partenaires communautaires pour faire appel à du financement de recherche ou du financement de programmes qui peut nous aider à mettre en œuvre des modèles de soins ou des pratiques qui sont favorables aux personnes âgées. Steven Samis. Une autre question de Ruth Allen qui met en œuvre un programme PATH à Ottawa. Est-ce quelque chose qui pourrait cadrer avec cette initiative? Est-ce quelque chose qui pourrait s'inscrire dans une stratégie ACE? Samir Sina. Oui, alors notre groupe connaît très bien l'initiative PATH qui est issue de Halifax. Donc, il s'agit d'un modèle d'harmonisation palliative et thérapeutique qui est essentiellement axé sur les objectifs de soins en gériatrie. C'est un modèle formidable qui a été mis en œuvre et élaboré à Halifax. Ce n'est pas un modèle que nous avons mis en œuvre au Mont-Sinaï. Cependant, je pense que, bon, si c'est le modèle que les gens veulent mettre en œuvre, par exemple, dans leur établissement, eh bien, on pourra envisager de voir comment on pourra soutenir les organisations qui souhaitent le faire, surtout si, bon, tandis qu'on commence à penser aux enseignants et aux partenaires du modèle, comment on pourrait
encourager les organisations à mettre en œuvre leur modèle. Vous savez, en travaillant avec Steven et Claudia, on comprend qu'il existe une pluralité de modèles. Donc, le projet collaboratif est un projet collaboratif d'apprentissage. On espère apprendre les uns des autres. Mais tandis que vous envisagez votre demande, dites-nous ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en œuvre, même si ce n'est pas forcément sur la liste, car peut-être qu'on pourra toujours vous accueillir au sein du projet collaboratif si vous respectez les critères et qu'on a l'impression qu'on pourra vous aider et vous aider à acquérir des connaissances et vous offrir un encadrement utile. Peut-être que j'ai un peu parlé au nom de TVN et de la FCISS, mais Claudia, n'est-ce pas ce que nous avons dit dans le passé? Claudia Amar. Oui, alors s'il y a un alignement avec d'autres modèles, nous allons évidemment envisager d'accepter ce genre de candidature. Steven Samis. L'important est toujours d'apprendre. Apprendre les uns des autres. Donc, dans ce cas-ci, on essaie d'apprendre de ce qui a été fait au Mont Sinaï. Cependant, il y a autre chose à apprendre ailleurs. Et nous comprenons, il y a des éléments qui ne sont peut-être pas en place au Mont Sinaï, qui sont en place ailleurs, et qu'on pourrait tous tirer parti de ces connaissances. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées. Je vous rappelle que les diapositives, l'enregistrement, tout ça sera disponible. Ce sera envoyé à tous les participants inscrits à l'appel d'aujourd'hui. Vous recevrez tout le matériel et l'enregistrement de l'appel d'aujourd'hui. Nous avons une question de Donna Johnson qui nous dit « Quelles sont les heures de disponibilité des infirmières GEM ?» Ça, c'est très particulier, une question très précise. Dr Samir Sina. Eh bien, en Ontario et dans d'autres provinces où on a mis en œuvre les modèles GEM, la variation est importante d'un endroit à l'autre. Certains hôpitaux ont parfois une infirmière à temps partiel dans ce rôle, d'autres ont une infirmière à temps complet. Nous, on a constaté une valeur extraordinaire de ce rôle. Donc, en plus du financement régional que nous recevons, notre hôpital et les médecins des services d'urgence eux-mêmes ont offert des fonds de contrepartie, de sorte que nous avons pu avoir 2 infirmières et demie à temps complet. Ma collègue Jocelyne, qui a beaucoup travaillé à cela, a examiné les heures les plus propices à la mise en place d'une infirmière GEM. Alors nous avons par exemple pour un quart une infirmière qui commence à 8 heures et une infirmière qui commence un peu plus tard. Et cela permet d'avoir une couverture de 8 heures le matin à 20 heures. Et nous avons un peu moins de couverture le week-end. Donc, c'est comme ça que nous avons créé notre modèle, comme je disais, avec 2 infirmières et demie. Donc, vous avez un peu de chevauchement pendant les 2 quarts la semaine. Et le week-end, c'est une infirmière à temps partiel. Ou c'est une infirmière à temps complet, mais elle est seule, donc la couverture n'est pas la même. Alors, je peux essentiellement dire que nous avons des infirmières 12 heures par jour. Steven Samis, d'autres participants Victoria Island Health nous explique quand leurs infirmières GEM sont disponibles. Alors déjà, on partage de l'information importante. Nous avons une autre question. Au sujet, j'essaie de la retrouver. Bon, je crois l'avoir un peu perdue. Non, je crois en fait que nous n'avons plus de questions. Ah oui, la voici. Voici une question, Dr Sina, qui se concentre sur la coordination des soins, c'est-à-dire comprendre comment faire de bonnes transitions de soins. C'est une question qui nous vient de Zani, qui dit « Qu'avez-vous mis en œuvre au sein de ACE pour mieux assurer l'intégration avec l'équipe de soins à domicile du patient et son omnipraticien. » Alors, parlez-nous de l'intégration avec les omnipraticiens et les soins à domicile.
Docteur Samir Sina, et c'est une excellente question. Et d'ailleurs, notre philosophie vise à être le plus le plus intégral possible, c'est-à-dire d'éliminer les cloisons. Alors, ce qu'on a fait, nous, avec l'Agence de soins à domicile locale, nous avons des coordonnateurs qui se trouvent dans notre hôpital, nous avons des coordonnateurs qui se trouvent aux soins d'urgence et nous avons des coordonnateurs qui travaillent avec les équipes communautaires. Alors, par exemple, pour les rondes gériatriques, pour les patients hospitalisés, nous avons un coordonnateur de soins à domicile qui fait partie des tournées ou des rondes sur une base hebdomadaire. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec les patients les plus complexes. Et collectivement, on identifie donc quels sont les soins à lui prodiguer en communauté. Donc, on peut établir des modèles où l'on peut permettre aux gens de se rencontrer en personne, de sorte que les gens se connaissent, qu'ils connaissent le nom de chacune des parties prenantes, le numéro de téléphone, de sorte que l'on puisse avoir des contacts réguliers. Nous avons aussi mis en œuvre des modèles de communication très simples, comme un système d'avis par courriel, de sorte que pour les patients dans le programme qu'on appelle House Calls, un programme de soins à domicile. Donc, vous avez 5 à 600 patients par année dans ce programme. Alors, si ces patients deviennent malades, ils viennent préférablement au Mont Sinaï car ils savent que leurs soins sont déjà intégrés avec le milieu actif. Donc, que cette personne se présente de manière prévue ou imprévue, ce qui se produit, c'est que lorsque cette personne est inscrite, par exemple, au service d'urgence, un avis par courriel est envoyé à 25 personnes, à la fois des praticiens dans le milieu hospitalier, mais aussi des praticiens dans le milieu communautaire. Donc, nous avons une conférence, si vous voulez, sur ce patient entre professionnels en circuit fermé, si vous voulez, avec un système de courriel sécurisé. Par ailleurs, si nous nous retrouvons devant un patient qui n'a pas de médecin de famille, par exemple, si on a un patient qui a une pneumonie, on essaie de lui trouver un médecin de famille. Je le fais moi-même. Les infirmières GEM le font aussi. On le fait dans le cadre de la planification du congé pour les patients qui quittent l'hôpital également. Donc, on tâche de faire beaucoup de travail. Ce sont certains exemples de moyens par lesquels on essaie d'améliorer les communications entre les soins primaires, les soins à domicile, les soins communautaires. Stephen Samis, merci. Alors, cette question a trait à cela. Elle nous provient de Victoria Power Island Health. Pouvez-vous recevoir les plans de soins des patients ainsi que leurs objectifs de la part des omnipraticiens ou des infirmières en communauté une fois que le patient est admis? Docteur Sina, une excellente question de nouveau. Eh bien, on est davantage intégré avec les prestataires de soins primaires qu'avec les autres parce que comme d'autres parties du Canada, parfois on a des défis dans ce sens que parfois on a des prestataires individuels qui n'ont peut-être pas le dossier de santé électronique. Parfois, ils font partie d'un groupe de médecine familiale, par exemple, et là, on a des équipes un peu plus intégrées, comme l'équipe House Calls, qui est constituée de 4 médecins de famille qui travaillent très étroitement avec nous. Alors, ce qu'on a tâché de faire, c'est que lorsque les patients, pour les patients qui se présentent à nous par les cliniques externes, par exemple, généralement, ces aiguillages proviennent du prestataire de soins primaires. Ou parfois, dans certains cas, vous avez un aiguillage qui provient d'un spécialiste. Dans ce cas, ça fait partie de nos pratiques. On identifie qui est le prestataire principal et on leur demande de nous envoyer des renseignements particuliers afin de répondre à certaines questions. On fait appel à leur rétroaction et on fait appel dans ce cas à des initiatives de télésanté. Pour les patients qui se présentent au service d'urgence, on tâche d'encourager les prestataires de soins de première ligne à communiquer avec les urgentologues. Donc, par exemple, si un prestataire de soins primaires appelle les urgences, il peut rapidement parler à l'urgentologue en quelques minutes, car les urgentologues valorisent énormément cette information et ça améliore énormément les soins dispensés aux patients. Alors, on essaie d'apprendre le plus possible de ce qui se fait ailleurs. Si quelque chose n'est pas clair, très souvent, on identifie le prestataire de première ligne, on lui demande d'envoyer des renseignements
Pour certaines personnes, ont l'impression que c'est du travail additionnel, mais nous, on estime que ça peut être très utile pour avoir un meilleur contexte, mais aussi s'assurer qu'il y ait un meilleur plan de transition, car le prestataire de soins primaires vous dira, par exemple, je ne savais pas que mon patient était à l'hôpital, merci de m'avoir informé de cette situation, merci de m'avoir aidé à savoir ce que je dois faire pour appuyer cette transition. Steven Samis. Alors, nous allons rapidement regarder les questions de notre sondage pour nous assurer qu'on ait répondu à toutes vos questions. Alors, dans un instant, on va parler des moyens par lesquels vous pourrez utiliser les fonds. Docteur Sina, pouvez-vous nous dire quelques mots sur toute cette question de la participation du médecin au travail? La question est, quel soutien est disponible pour encourager la participation des médecins au projet collaboratif? Pouvez-vous répondre rapidement à cette question? Qu'est-ce que vous avez vu au Mont-Sinaï sur le plan de la participation des médecins à la stratégie ACE? Docteur Sina, eh bien, c'est un enjeu commun. On a été très clair lorsqu'on est entré en partenariat avec la FCSS. On voulait que les cliniciens participent et même mènent le projet, car on a accueilli beaucoup d'hôpitaux du Canada et d'ailleurs dans le monde qui voulaient se renseigner sur notre modèle et tâcher de l'adapter. Et dans certains cas, vous avez des administrateurs extrêmement enthousiastes, des dirigeants très enthousiastes, mais qui n'ont pas l'appui de cliniciens qui sont prêts à mettre ce genre de stratégie en œuvre dans d'autres cas. Et d'ailleurs, j'ai vu certains commentaires à cet effet. Si vous n'avez pas le soutien des dirigeants, si vous n'avez pas le soutien des dirigeants de l'hôpital, c'est-à-dire le PDG, le conseil d'administration, l'équipe de direction, qui appuie des cliniciens qui s'intéressent à ce genre de stratégie, c'est très difficile. Donc, vous devez absolument avoir le soutien des deux niveaux, le niveau clinique et le niveau administratif. Et je vous dirais que c'est plus difficile d'emballer des infirmières et d'autres professionnels de la santé que des médecins. Vous savez, une bonne partie du travail dans l'hôpital, très souvent, s'adresse au médecin, c'est-à-dire c'est le médecin qui détermine qui est admis. Alors si vous n'avez pas un médecin qui vous aide à préconiser un changement de comportement ou qui préconise une initiative, ça peut être très limitant, surtout quand vous avez, par exemple, une pénurie de gériatres. Alors, il y a des moyens par lesquels on peut encourager les praticiens à participer. Par exemple, il faut voir s'il y a quelqu'un qui est sympathique à l'idée d'avoir des soins actifs pour les personnes âgées. Et le cas échéant, de quoi cette personne a-t-elle besoin? Ça peut être, par exemple, du temps protégé. Donc, plutôt qu'avoir 38 tâches le même jour, peut-être que quelques tâches pourraient être déléguées à un autre collègue. Peut-être que cette personne aura besoin de soutien administratif grâce à un gestionnaire de projet, par exemple. La recette, pour moi, c'est que j'avais une infirmière gestionnaire qui m'aidait avec les côtés administratifs comme le budget et les conversations stratégiques qui, en fait, n'étaient pas une expertise chez moi. Et cela a permis de faire avancer le projet considérablement. Donc, je pense que chaque situation est différente. Et, bon, la participation des médecins est parfois une des choses les plus difficiles à obtenir, mais ma réponse essentiellement, c'est il y a parfois toutes sortes de facteurs. Il s'agit de comprendre comment influer sur chacun de ceux-là et comment répondre à ces entraves une après l'autre. Ça peut être grâce à un soutien financier, mais généralement, c'est davantage d'avoir du temps réservé et un soutien administratif. Steven Samis, merci Samir. Alors, John, il y a quelques questions qui concernent l'adhésion des dirigeants. Comment obtenir l'adhésion des dirigeants? Et une autre question est un peu plus précise, elle concerne les moyens par lesquels on peut déplacer les ressources d'un modèle traditionnel vers un modèle davantage axé sur la gériatrie. À la lumière de votre expérience, John, avez-vous quelques mots à dire? Le docteur Muscadere. Eh bien, étant donné qu'il existe un problème croissant associé au vieillissement de la population et au nombre croissant de personnes âgées et fragilisées en milieu hospitalier, donc l'organisation
doit comprendre que si elle règle les problèmes de cette population, elle aura de bien meilleurs résultats au final, car c'est le genre de patient qui a énormément de besoins, qui peut rester à l'hôpital pendant de longues périodes. Alors, c'est aussi des patients qui sont susceptibles d'avoir davantage d'événements indésirables. Donc, je pense que si on se concentre sur eux, on peut réduire le nombre des événements indésirables vécus par cette population, améliorer les soins. C'est le genre de discours qu'on doit avoir avec les dirigeants pour les encourager à participer à ce genre de projet, car les dirigeants veulent améliorer les soins. Et il y a aussi du financement ajouté à cela. Donc, vous avez diverses avenues qui peuvent vous aider à convaincre les dirigeants de participer à cette initiative. Et s'agissant de la question de la réaffectation des ressources d'un modèle plus traditionnel vers un modèle davantage axé sur les soins gériatriques, eh bien, vous devez avoir des ressources affectées aux populations les plus vulnérables. Et voici le groupe le plus vulnérable. Donc, je pense que se concentrer sur ce genre d'arguments permet d'avoir la conversation. Ce n'est pas une conversation facile à avoir, mais c'est quand même une brèche. Stephen Samis, merci John. Alors, avant de conclure, on veut vous présenter quelques ressources. Il y avait des questions sur les fonds. C'est très bien expliqué dans l'annexe 1 de l'expression d'engagement. Alors d'abord, je vais vous présenter quelles sont les ressources disponibles dans le cadre de cet appel. Vous avez le prospectus et l'expression d'engagement. On vous explique très clairement comment on peut se servir des ressources. Si vous avez des questions, vous pourrez par la suite nous contacter. Par ailleurs, vous trouvez des ressources sur la stratégie ACE. Et vous avez aussi le contact principal pour TVN, Jackie Saint-Pierre. Sur ce, je souhaite remercier nos conférenciers pour leurs excellents exposés. J'espère que vous avez trouvé cet appel très informatif et que vous avez pu, grâce à cet appel, déterminer si ACE vous convient. Avant de raccrocher, on vous demanderait de passer un petit moment à remplir le sondage qui est actuellement affiché à l'écran. Ceci nous aide beaucoup à fournir des renseignements utiles, à savoir quelle est votre situation relativement aux prochaines étapes, quant à votre intérêt pour le projet collaboratif et également si vous souhaitez davantage de renseignements de la part de la FCSS. Ce serait très utile pour nous si vous répondiez. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé, à nos conférenciers et à chacun d'entre vous d'avoir participé si activement. Merci. Ceci conclut l'appel d'information d'aujourd'hui et nous espérons trouver votre demande sous peu. La téléphoniste. Mesdames et messieurs, ceci conclut l'appel pour aujourd'hui. Vous pourrez à présent raccrocher. Merci et excellente journée à tous.